Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à nos tortues. Et pour en parler, nous recevons un spécialiste des tortues, Damien Chevalier. Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir sur le plateau. Je vous en prie, vous étudiez depuis de nombreuses années les tortues. Vous êtes venu ici pour faire part de vos recherches que vous avez faites du côté de la Martinique et de la Guyane par rapport à Mayotte. Est-ce que les tortues d'ici sont différentes de celles que vous avez étudiées là-bas ? Alors les tortues qui sont à Mayotte, notamment les tortues vertes et tortues imbriquées, donc ça c'est des espèces que je retrouve notamment en Martinique, mais aussi en Guyane, donc avec des plages qui sont quand même assez similaires, sauf que c'est des plages volcaniques en ce qui concerne Mayotte, qui se rapproche aussi de celle de Martinique. On a une très grande population de tortues vertes à Mayotte, notamment au niveau de Sazilé, là, qui est suivi par les naturalistes de Mayotte. Donc ça c'est quand même une belle surprise pour moi, tant au niveau des personnes qui suivent ces plages que des tortues. Alors, vous êtes là pour essayer de répondre à quelques questions. Par exemple, pourquoi d'où viennent-elles? Où sont leurs zones d'alimentation? Elles font parfois des milliers de kilomètres pour aller pondre. Pourquoi pas aller pondre à 2 kilomètres? Elles font des milliers de kilomètres. Est-ce que vous avez des réponses à ça? Tout à fait. Donc là, par rapport à toutes les tortues, je suis, enfin toutes les espèces. Je prendrai l'exemple des tortues vertes, puisque c'est une espèce assez similaire à celle de Mayotte, qu'on suit en Guyane, notamment des femelles, on fait des suivis nocturnes, c'est-à-dire des suivis de population lorsqu'elles viennent pondre. Donc là, on a des tortues qui viennent pondre à peu près 4 fois en moyenne par saison, tous les 13 jours, donc c'est très bien réglé avec plus ou moins 2 jours. Et entre chaque ponte, on les a équipées de balises Argos, ce qui nous a permis de voir où elles allaient se nourrir ou se reposer. C'est ces fameuses balises que l'on pose sur les tortues. Sur les carapaces, exactement. Donc c'est une balise Argos, c'est un suivi satellitaire qui nous permet d'avoir des données en continu. Et on s'est aperçu que ces tortues, entre chaque ponte, elles allaient à peu près à une dizaine de kilomètres seulement entre les lieux de ponte. Et il y avait très peu d'activité. C'est-à-dire on leur a posé des accéléromètres pour avoir toute l'activité de la tortue. Donc là, on rentre dans l'intimité des tortues. On est dans l'intimité des tortues et on s'est aperçu que ces tortues ne s'alimentaient pas entre chaque ponte. Donc ça, c'est une stratégie selon les espèces qu'on appelle la stratégie de reproducteur sur capital, qui investit tout dans la reproduction, mais qui s'alimente pas. Donc ça veut dire aussi que c'est quand même, il y a des besoins au niveau énergétique qui sont très importants lorsqu'elles se reproduisent, et en plus, surtout pour toutes les personnes qui ont vu une tortue qui vient pondre, c'est très usant pour elles. Elles passent quand même plusieurs heures sur la plage, et donc là, ça veut dire aussi qu'elles puisent dans leurs réserves. Donc là aussi, c'est important aussi de ne pas les déranger, ces tortues, lorsqu'elles sont en mer. Et pourquoi une plage et pas une autre? Pourquoi un certain endroit? Parce qu'elles visent des endroits particuliers. Tout à fait. Donc ça, c'est une des grandes questions qu'on se pose depuis des années aussi. C'est travailler justement, la raison aussi de travailler sur la topographie, la bathymétrie, la courante eau, au niveau de différentes plages, pour comprendre pourquoi une plage et pas une autre. Donc on le voit aussi, il y a un lien aussi par rapport en termes de dérangement. Si c'est des zones qui sont un peu trop urbanisées ou trop éclairées, on va avoir des tortues qui vont quand même délaisser ces sites, parce qu'on voit bien que l'urbanisation se développe depuis des années. On pourra en reparler par la suite en termes de menaces. C'est des zones qui sont quand même assez dégagées, notamment les tortues vertes sont très craintifs généralement, donc on le voit encore plus ici à Mayotte. Là, j'ai été très surpris. Je vois vraiment des tortues qui sont très stressées. Donc là, il y a peut-être une raison qu'on pourra peut-être expliquer. Peut-être parce que, on en parlera après du braconnage, mais est-ce qu'il y a une raison particulière? Non, je pense que c'est peut-être lié au braconnage notamment, parce que généralement les tortues vertes sont très vigilantes, donc ça on est habitué, on le voit en Guyane, on a quand même marqué quand même pas mal plusieurs milliers, mais j'ai jamais vu des tortues qui se comportent même lorsqu'elles sont en ponte, qu'elles sont censées être très calmes. C'est dès qu'on s'approche un tout petit peu, par exemple pour les marquer ou pour leur passer ce qu'on appelle un scanner pour voir si elles ont une puce électronique au niveau de l'épaule droite, généralement elles bougent très rapidement, et ça c'est quelque chose, pour moi c'est anormal. D'accord. Ouais. Et justement, parlons-en du braconnage. C'est un gros problème que l'on a à Mayotte. Vous me disiez hors antenne que ça risquerait carrément d'avoir une élimination totale des tortues à Mayotte? Totalement, puisqu'on le voit, moi, dans les suivis que je prends des exemples que je fais en Guyane, on a vu que déjà il y avait une lutte qui était contre le braconnage qui était réalisée par la police de l'environnement, à l'époque l'ONCFS. Donc on avait vu qu'il y avait une chute du braconnage, mais il n'y avait pas du braconnage
des femelles, c'est-à-dire que notamment pour la viande. Ici à Mayotte, c'est du braconnage, justement, je dirais, des femelles, donc qui sont quand même la source justement de cette population. Et là, rien qu'avec d'autres menaces en Guyane, on a vu par exemple les populations de tortues luttes qui ont disparu quasiment en 10-15 ans, par d'autres menaces, qui sont l'érosion, qui détruisent les nids, qui sont aussi les captures accidentelles en mer par la pêche. Il y a les sacs plastiques évidemment, il y a la pollution, mais c'est pas une attaque directe, je dirais une disparition liée aux femelles sur les sites de ponte. Là à Mayotte, c'est directement les femelles qui sont touchées, et je pense qu'en 10 ans, on risque de voir la population qui disparaît. Donc là, il y a quand même urgence à intervenir. Donc là, j'ai pu justement voir de mes propres yeux des associations, notamment celle des naturalistes de Mayotte, qui interviennent tous les week-ends depuis 2 ans sur les plages, notamment la plage de Sazilé. Un très gros travail de sensibilisation, mais aussi une action aussi sur le terrain, qui permet, je pense, à mon avis, de limiter le braconnage. Mais c'est pas suffisant, puisque là, il faut être quasiment présent toutes les nuits. Puisque les braconniers ils s'adaptent, donc ils peuvent venir aussi de jour quand vous venez de nuit. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui font que c'est une stratégie de toute façon. Et faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de plages à Mayotte. J'ai pu découvrir. Il y a eu des survols aériens que Michel Charpentier m'a transmis, des survols aériens qui ont été réalisés par le parc, où on voit toutes les plages qui sont utilisées par les tortues vertes et les tortues imbriquées. Quand on voit le nombre de plages, évidemment, il y a des zones où il y a beaucoup plus de tortues. Donc là, je pense qu'il faut quand même focaliser sur ces spots en termes de ponte, mais faut donner, à mon avis, plus de moyens aux associations et aussi aux polices de l'environnement pour pouvoir intervenir, parce que là, je pense qu'il y a une belle photo derrière vous de tortues vertes, mais je pense qu'on n'en verra plus d'ici 10 ans à ce rythme-là. Alors que c'est magique de les voir, notamment, je pense à Ngouja, tout touriste va à Ngouja pour voir ça, et nous aussi, on y va pour nager avec elles. C'est le moment magique. Est-ce que ça leur fait peur quand on nage avec elles ou pas? Oui, donc il y a des comportements à avoir importants. On a envie d'aller les toucher quand même. Oui, je comprends que ce soit tentant, mais le dérangement est aussi c'est un danger aussi pour les tortues qui sont souvent en train de s'alimenter. Donc là, c'est le moment où elles ont besoin d'être calmes. Donc généralement, l'approche, une tortue, vous pouvez l'approcher en surface sans justement ce qu'on appelle sonder et venir vers elle. Et vous pouvez la regarder pendant 1 heure, 2 heures si elle vous voit au début. Donc elle a besoin de voir d'où vient le danger. Une fois qu'elle a repéré et elle pense que vous n'êtes pas en danger, vous pourrez rester très longtemps à l'observer. Mais surtout pas s'approcher trop près ou essayer de venir avec sa GoPro pour faire un film à la Spielberg. Parce que c'est souvent ça que je vois. C'est clair, on a envie. Et puis on nage avec elle des fois. Oui, justement. C'est magique. Et vous avez l'impression, vous nagez avec elle, vous avez l'impression qu'elle est calme, elle est très contente de nager avec vous. Elle vous fuit en fait. Elle vous fuit. Et même si elles ont l'habitude de voir du monde, c'est pour ça que les gens ne s'aperçoivent pas qu'elle vous fuit. C'est que, évidemment, elle ne vous craint pas dans l'eau autant que je dirais sur Terre. N'empêche que tout le temps qu'elle passe à nager, c'est autant de temps qu'elle passe pas à s'alimenter. Donc il faut bien garder ça aussi en tête. C'est des herbivores, je parle pour les tortues vertes. Donc elles ont besoin quand même de se nourrir plusieurs heures par jour. Et le problème, c'est quand vous nagez avec une tortue, faut vous dire qu'il y a peut-être 10 ou 15 personnes qui l'ont déjà fait avant vous, avec cette même tortue. Oui, évidemment. Voilà, donc c'est la répétition qui fait que ça peut être un danger. Autre question qu'on se pose et que vous posez, c'est où les bébés tortues vont-ils poursuivre leur croissance? Alors ça, c'est une étude qu'on mène en Martinique, justement. Donc là, ce qu'on a présenté hier au Café des Naturalistes, donc dans les travaux. Donc là, on a réussi à combler pas mal de trous du cycle de vie des tortues marines. Généralement, une tortue, comme vous le dites, qui pond ce qu'on appelle un tortillon, qui sort de l'œuf, va partir. Donc là, le problème, c'est qu'on n'a pas de balises Argo suffisamment petites pour pouvoir les suivre en mer. Elles sont petites quand même. Elles sont vraiment très petites. Donc là, c'est des tortues. Donc là, ce qu'on appelle des années perdues. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui se passe entre le moment où elles partent du site de ponte et le moment où elles retrouvent des zones, ce qu'on appelle des zones de croissance, des zones de développement. Donc en Martinique, par exemple, on a des tortues qui naissent en Guyane, qui vont aller sur des zones de développement, zones de croissance en Martinique. Donc ça, on l'a vu grâce à la génétique. On a aperçu le lien entre ces femelles et ces immatures qui étaient en Martinique. Et une fois qu'elles vont rester à peu près une quinzaine d'années en Martinique pour assurer leur croissance, une fois qu'elles atteignent la maturité sexuelle, elles vont partir dans différentes zones. Et là, vous allez être surpris. Ça peut être les Bahamas, ça peut être le Ghana en Afrique, ça peut être le Mexique, le Venezuela. Et une grande partie aussi aller jusqu'au Brésil dans des zones d'alimentation qui sont communes aux femelles adultes de Guyane. Donc là, nous, grâce au suivi satellitaire, grâce à la génétique, grâce au suivi, ce qu'on appelle le capture, marquage, recapture, c'est-à-dire le suivi des populations, grâce aux transpondeurs qu'on leur met dans l'épaule droite, donc c'est les mêmes puces électroniques qu'on met sur les chiens et les chats, on a pu justement refaire tout ce cycle de vie, tout le parcours. C'est un parcours immense de plusieurs milliers de kilomètres, parce qu'entre, vous imaginez un tortillon de quelques centimètres, de quelques grammes, qui va parcourir des milliers de kilomètres pour rejoindre une zone de croissance. Donc là, la prédation, elle est énorme. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'en rajouter aux tortues. C'est qu'il y a quand même
faut bien garder en tête, c'est 1 pour 1000 actuellement, et ça on le dit depuis 20 ans, un tortillon pour 1000 qui va atteindre la maturité sexuelle. Ça, c'était valable il y a 20 ans. Maintenant, avec toutes les menaces... On disait également que quand il y avait la sélection naturelle, entre guillemets, c'est toutes ces petites tortues là qui naissent au fond de la plage et qui doivent atteindre l'eau. Et entre la plage et l'eau, il y a les oiseaux, il y a des tas de menaces et il n'y a pas tout le monde qui arrive. Hein. Ah non, est-ce qu'on sait, sur 100 par exemple, est-ce qu'on sait combien arrive à la plage, arrive dans l'eau? Généralement, c'est une étude qui est déjà en cours, hein, qu'on mène en Guyane, qu'on va mener aussi dans le cadre de la thèse de Sophie Morisseau. Donc là, c'est une thèse qui est menée, encadrée aussi par le CUFR, à Mayotte et le CNRS. Donc ça, c'est actuellement en cours, justement, pour voir un peu ce qu'on appelle le succès à l'éclosion. C'est qu'on a compté le nombre d'œufs que pondaient à peu près une vingtaine de tortues. On a mis des capteurs de température, parce qu'il faut savoir que le sexe justement, des tortues marines est déterminé par ce qu'on appelle la température pivot. Et donc, en dessous de 29 degrés, ce sera plutôt des mâles, au-dessus, plutôt des femelles. Donc là, on a mis des capteurs de température au fond du nid et en surface du nid. Et donc là, en même temps, on a compté le nombre d'œufs. Une fois que ces tortues auront émergé, c'est pour ça qu'on appelle les émergences, on va compter le nombre d'œufs, c'est-à-dire le nombre de tortues qui sont mortes dans le nid, le nombre d'œufs qui n'ont pas éclos, et aussi le nombre de tortillons qui sont sortis à la mer. Donc généralement, de ce qu'on a vu nous en Guyane, souvent on a au moins la moitié qui arrive à s'en sortir. Pour certains nids, c'est tous les individus, mais c'est quand même assez rare. Et juste pour exemple, il y a déjà une étude qui avait été une préliminaire qui a été menée en Guyane, où on était à 18% de succès à l'éclosion en Guyane. C'est court. Et c'est très petit. Donc, très petit, hein. Voilà. Où vont nos petites tortues à Mayotte? Est-ce qu'elles vont aussi loin? On les retrouve, je sais pas, au Brésil, je ne sais pas où. Alors ça justement, je pense que c'est une étude à mener. Et donc ça, on a déjà discuté avec Michel Charpentier, des naturalistes de Mayotte. C'est que je pense qu'il y a quasiment tout à faire, et ça c'est pas péjoratif en termes de suivi des tortues marines. Il y avait déjà une grosse étude qui avait été menée par Katia Ballorin sur Ngouja, sur tout ce qui était sélection alimentaire. Ils avaient équipé aussi des tortues adultes de balises Argos pour voir les zones d'alimentation. Je pense que maintenant, on doit aussi aller plus loin sur le plan aussi au niveau génétique, c'est-à-dire que toutes ces tortues qu'on a un peu partout à Mayotte, c'est peut-être des populations différentes de tortues vertes. Vous pouvez avoir des tortues vertes de deux populations qui pondent à un endroit, à 20 km de distance à Mayotte. C'est peut-être deux populations différentes sur le plan génétique. Ça, nous, on l'a vu déjà en Guyane. Et donc, c'est pour ça qu'en termes de conservation, il est important de suivre ces populations, tant en mer, donc via le suivi satellitaire, mais au niveau génétique, pour voir les liens qu'il y a avec d'autres zones géographiques. Et ça, pourquoi c'est important? Ça permet aussi d'avoir une protection à l'échelle régionale. Je vous donne l'exemple. Lorsque nous, on a mis en évidence que nos tortues naissaient en Guyane, qu'elles allaient grandir en Martinique, mais qu'elles allaient après finir leur croissance au Brésil, vous imaginez bien la triangulaire, ça veut dire que là, cette approche, en termes de conservation, on ne se regarde plus le nombril en Guyane, on ne se regarde plus le nombril en Martinique, ni au Brésil. On se dit maintenant, si on veut protéger une tortue en Guyane, en Martinique et au Brésil, il faut qu'on travaille tous ensemble. Et c'est pour ça aussi qu'en termes de conservation, il ne fait pas la peine de protéger, de faire de la lutte anti-braconnage pour les œufs en Guyane si vous ne protégez pas les sites d'alimentation en Martinique. Et donc tout est lié en fait. Tout est lié, et ce n'est pas la peine de protéger vos tortues en Martinique si vous les protégez pas aussi sur les sites d'alimentation des adultes au Brésil. Donc vous voyez, cette approche, elle est sur des dizaines de milliers de kilomètres et on ne peut pas travailler seul dans son coin, quoi. Mais est-ce qu'on sait, c'est l'instinct de la tortue d'aller à un endroit X ou à un endroit Y? Parce que oui, justement, donc une tortue qui va naître à Mayotte, donc là c'est inscrit génétiquement, c'est pour ça qu'elles reviennent pondre à l'endroit où elles sont nées. Sauf que ça veut dire aussi que elles ont sur leur chemin, en gros, avant d'atteindre la maturité sexuelle et surtout de se reproduire, il va se passer, ça maintenant on l'a découvert, entre 23 et 26 ans qui vont se passer. Sauf que pour une tortue, c'est très long, vu les menaces qu'il y a déjà à terre et en mer. Donc, d'où elles reviennent sur la plage où elles sont nées. Exactement. Donc ça, on a pu le mettre en évidence. C'est fou, ça. Grâce à la génétique, encore une fois. Et pourtant, elles se baladent pendant 20 ans dans l'océan, un peu partout. Oui. Et elles reviennent à l'endroit où elles Exactement. sont nées pour pondre. Tout à fait. Donc c'est pour ça aussi qu'il est important de protéger des sites de ponte sur des échelles de temps très importantes, parce qu'on le voit, même à Mayotte, la population, il me semblerait qu'elle augmente. Ça veut dire que l'urbanisation aussi va se développer un peu partout. Ça veut dire qu'une plage que vous avez maintenant, donc il est important de protéger les tortues, mais aussi leur habitat, tant à terre qu'en mer. Donc là, il faut savoir aussi que ces tortues,
On va prendre celle de Mayotte. Peut-être que la grande question, c'est est-ce qu'elle s'alimente pendant la période de reproduction? Est-ce que c'est où elle reste? Est-ce qu'elle reste toute l'année sur Mayotte? Ou est-ce qu'elles vont parcourir des milliers de kilomètres pour aller au niveau du Mozambique, Tanzanie? On n'en sait rien du tout. Toujours est-il qu'on a besoin d'avoir ces informations pour pouvoir les protéger, encore une fois, à une échelle régionale. D'où l'intérêt de continuer les suivis qu'ont déjà commencé les naturalistes, mais aussi faire des suivis aussi nocturnes. Alors, pourquoi j'en parle quand je dis suivi nocturne, c'est des suivis de marquage. Faire le suivi des pontes de tortues, c'est très important, ce que font les naturalistes depuis 2 ans, c'est-à-dire qu'on a le nombre de pontes, le nombre de femelles qui viennent pondre. Sauf que ces femelles ne sont pas identifiées. Et là, le problème, si vous n'identifiez pas vos femelles, vous ne savez pas le nombre de nouvelles femelles qui viennent pondre à chaque fois. Et je vous donne un exemple qu'on a eu en Guyane, c'est qu'on avait marqué, avec des transpondeurs, près de 1000 tortues sur une plage. L'année suivante, aussi 1000 tortues. On s'est aperçu que 3 ans plus tard, dans les stocks de tortues qui revenaient, on avait encore 1000 tortues qui sont revenues. Donc tout va bien. Ouais. Sauf que quand on regardait après, on identifiait ces tortues, on s'apercevait qu'il en manquait 50% à l'appel. Donc là, on s'est dit, il y a un problème. Mais comme il y a eu ce qu'on appelle un gros recrutement de nouvelles femelles qui sont venues, ça a effacé un peu justement cette tendance. Et là, on s'est posé la question, mais il se passe quelque chose en mer. Et c'est là que c'est important de les marquer. Et on s'est aperçu qu'il y avait le développement d'une industrie qui était développée par les Chinois. C'est-à-dire qu'ils récupèrent maintenant les vessies natatoires des poissons. Donc en fait, c'est ce qui leur permet justement de la flottabilité au niveau des poissons. Et ils en font de la soupe. Et le problème est que maintenant, ils payent les pêcheurs pour laisser les filets beaucoup plus longtemps. Ils s'en fichent d'avoir du poisson pourri. L'important est d'avoir les vessies natatoires, ce qui fait qu'ils laissent les filets beaucoup plus longtemps. Donc là, c'est toutes les tortues qui se font prendre avec les lamantins et les dauphins, ça en Guyane. Et donc là, on a pu se dire, attendez, il se passe quelque chose en mer, on ne sait pas quoi. Et bizarrement, on a pu faire le lien. Et donc là, c'est quelque chose qui nous inquiète énormément, d'où l'intérêt de travailler aussi avec la Marine nationale pour pouvoir pallier à tout ça. Vous voulez connaître mieux, savoir ce qui se passe pour les tortues, je vous invite à entendre plus à fond ce chercheur qui est là, Damien Chevalier, qui est un peu l'homme tortue, on peut dire ça? Oui, on peut dire si on veut. Une bonne carapace, qui comme ça, un rayon là-dessus. Ça va se passer aujourd'hui à 14h au pôle culturel de Chirongui. L'entrée est libre. Le thème, mieux connaître la vie et les migrations des tortues. L'exemple de la Martinique est organisé par, évidemment, les cafés naturalistes. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et puis bonne suite pour étudier les tortues. Merci beaucoup. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de notre programme.